sujet. Donc, merci beaucoup à votre présence à tous pour ce webinaire. Donc, comme on le disait, autour de la e-parentalité, plus précisément aujourd'hui, on va faire un focus sur le sujet des réseaux sociaux et du cyberharcèlement, avec notamment une intervention de Tralalaire et d'Internet sans crainte qui vont venir nous parler de ce sujet. Comme voilà, 2-3 informations. Donc, je me présente tout d'abord. Je suis Esther Mauplot, consultante en inclusion numérique chez Les Bons Clics, donc qui est une plateforme de WeTaker, et je vais vous présenter rapidement WeTaker. Et on a la chance aujourd'hui donc de recevoir Axel Dessin, directrice du pôle éducation numérique et d'Internet sans crainte chez Tralalaire, qui se présentera à vous tout à l'heure et vous partagera plein de ressources, de conseils, de bonnes pratiques sur le sujet dans quelques minutes. Pour juste contextualiser un peu ce webinaire et qui nous sommes, WeTaker, donc organisateur du webinaire. Donc WeTaker, pour ceux qui ne le savent pas forcément, c'est une association qui œuvre pour l'inclusion numérique au travers de différentes façons. Donc une action de sensibilisation, on a notamment un média qui met en avant voilà, différents témoignages, des initiatives autour de l'inclusion numérique. On a aussi une action de conseil. Et enfin, on développe des solutions numériques, dont des plateformes avec plusieurs ressources pédagogiques, notamment la plateforme Les Bons Clics qu'on va découvrir ensemble et qui contient un certain nombre de ressources pédagogiques sur cette thématique de la parentalité numérique, entre autres. Les objectifs là, de ce webinaire et de cette heure qu'on va passer ensemble, donc jusqu'à 13 heures, c'est de pouvoir vraiment vous présenter des outils, des bonnes pratiques qui vont vous permettre de vous sentir plus en confiance dans l'éducation numérique de vos enfants, de pouvoir identifier des ressources très concrètes, pour les accompagner notamment sur un bon usage des réseaux sociaux, faire face aussi à des situations de cyberharcèlement, mais aussi des ressources plus globales sur l'entièreté un peu de la enfin, des thématiques et des problématiques que vous pouvez être amenés à rencontrer en tant que parent face à, voilà, à l'éducation numérique de vos enfants. Et l'idée, c'est aussi, voilà, je vois que maintenant on est une centaine de participants, voilà, de pouvoir rencontrer des parents qui se posent les mêmes questions que vous, qui rencontrent les mêmes problématiques, et de pouvoir notamment aussi échanger entre vous. Donc, pour ce qui est de l'ordre du jour, on va commencer par un petit quiz pour se mettre en jambes, rentrer dans le sujet. Donc, et vous partager un certain nombre d'éléments de contexte sur le sujet et pouvoir aussi commencer un peu une sorte de tour de table virtuel de vous, vos attentes de ce webinaire, les problématiques que vous rencontrez, les questions que vous vous posez. Ensuite, il y a Axel Dessin, comme je vous disais, d'Internet sans crainte, qui va venir vous présenter différentes ressources sur les bons usages des réseaux sociaux et du cyberharcèlement, donc de vous expliquer un petit peu ces problématiques et de vous apporter des conseils et des ressources très concrètes pour accompagner vos enfants sur ces sujets-là. Et enfin, on terminera par une présentation rapide donc des ressources présentes sur la plateforme Les Bons Clics et aussi des ressources d'autres acteurs de l'écosystème de la parentalité numérique qui est assez large, voilà, pour que vous puissiez repartir de ce webinaire avec des choses très concrètes et aussi plein de pistes pour continuer à approfondir de votre côté tous les sujets qu'on n'aura pas pu forcément couvrir aujourd'hui en une heure. Donc, pour commencer, je vous propose, sans plus attendre, de commencer le petit quiz. Je vais vous mettre le lien directement dans le chat. Vous pouvez y accéder en cliquant directement sur le lien. Sinon, vous avez aussi la possibilité de vous rendre sur WooClap et de rentrer le code, WebParent2, mais c'est sûrement plus rapide et plus simple pour vous de cliquer dans le lien dans le chat directement. Et je vais lancer la première question pour que vous puissiez, pour qu'on puisse aussi regarder si tout le monde a bien accès. Pour information, c'est un quiz qui est complètement anonyme, donc n'hésitez vraiment pas à participer. Et la première question est la suivante. À votre avis, combien de parents en France ne se sentent pas en confiance pour encadrer les pratiques numériques de leurs enfants? Et je vais juste rapidement un petit hop, de connexion au compte. Donc, je vais juste rapidement, désolée. Et sinon, n'hésitez pas à... Attendez, je vais juste... Désolée pour ce petit souci technique. Et sinon, n'hésitez pas en attendant à participer dans le chat. Donc, l'idée est de la proportion de personnes
qui rencontrent des difficultés, enfin, voilà, les nombres de parents qui rencontrent des difficultés dans l'éducation numérique de leurs enfants. Donc, c'est en ordre de grandeur, vous pensez qu'on est plutôt à 20, 30, 40% des parents qui sont concernés par ces questionnements. Et merci, je vois dans le chat des gens qui commencent à répondre et je reviens très vite avec le Book Lab pour qu'on ait les réponses en live. Donc, je vois des 40%, 100%, 60, 76. Donc, plutôt un ordre de grandeur pour l'instant assez élevé. Oui, donc vous avez l'air tous d'accord pour dire, oui, je vois beaucoup de 80, 60, 70, donc des proportions très, très élevées. Alors, effectivement, je reviens tout de suite avec le Book Lab et la réponse est 44%. Donc, je vois qu'il y avait pas mal de 40%. Donc, voilà, c'est pas à ce point c'est pas si élevé, mais ça reste quand même une grosse proportion, presque la moitié des parents qui sont concernés. Donc, si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que c'est sûrement en partie aussi votre cas. C'est un sujet qui est assez complexe sur lequel il y a besoin d'accompagnement. Donc, cette donnée-là, cette statistique de 44%, elle provient du livre blanc de l'Union nationale des associations familiales et de l'Observatoire de la parentalité et l'éducation numérique, donc qui ont constitué ce livre blanc et toute une étude. Donc, c'est un livre qu'on va d'ailleurs vous partager à la suite de ce webinaire qui contient un certain nombre de conseils et d'outils pour agir au quotidien. Et je peux vous montrer rapidement à quoi il leur ressemble. Donc, c'est un... Voilà. Tout un livre donc qui renvoie un certain nombre... Oui, pardon, désolé, je vois dans le chat, oui, j'avais un petit souci de Book Lab, c'est pour ça que je vous demandais de répondre directement dans le chat. Maintenant, il est lancé, mais c'est tout à fait normal si vous n'avez pas pu répondre à la première question, ne vous inquiétez pas. Et merci pour toutes les participations qu'il y a eu dans le chat. Et voilà, donc clairement, un guide qui vous donne plusieurs éléments sur l'équipement, les usages des enfants, comment aussi mettre en place enfin voilà, qui aborde les questions aussi du contrôle des usages des écrans et aussi beaucoup d'études statistiques qui ont été réalisées, des études quantitatives sur voilà, les usages des enfants, sur la perception des parents des usages des enfants et les décalages qu'ils peuvent avoir. Et on va revenir sur quelques statistiques là au cours de ce quiz qui sont assez intéressantes et vous aurez le lien directement dans le support. C'est intéressant aussi quand on parle d'usage numérique de se poser la question de ses propres usages. Donc, combien de temps passez-vous, vous, en moyenne sur vos écrans ou vous pensez passer en moyenne sur vos écrans par jour, on parle là. Donc, entre 30 minutes et 2 heures, entre 2 heures et 5 heures ou plus de 5 heures. Donc, je vois une grande majorité de plus de 5 heures pour l'instant. Et je vais continuer à vous laisser un peu renseigner. Mais voilà, donc globalement, on est plutôt sur, ça se compte plutôt en heures pour tout le monde. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chacun a ses propres usages des écrans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'un adulte aujourd'hui passe en moyenne, donc la statistique, elle est à 5h07 par jour. Donc, on est quand même à plus de 5 heures en moyenne pour les adultes. Et on voit que, voilà, que ce soit enfant ou adulte, on est tous concernés par ces usages, par ces pratiques. Et en tant que parents, on est aussi les premiers initiateurs à l'usage des écrans. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir prendre du recul sur ses propres pratiques pour pouvoir ensuite mettre en place des actions au quotidien avec ses enfants. Car les parents sont, et tous les adultes en général, sont aussi la première influence sur ces usages-là. Ensuite, ce qu'on aimerait savoir, donc pour rappel, c'est totalement anonyme, c'est plus de se rendre compte, là aujourd'hui, vous êtes très nombreux, vous êtes plus d'une centaine maintenant, donc de se rendre compte un petit peu de la variété de l'âge des enfants, donc qui effectivement a l'air déjà très étalé. On a du 11, du 12, enfin de 8 à 19 ans déjà, donc plutôt des enfants de tout âge. Et je vais vous laisser quelques secondes pour partager vos réponses. Donc oui, là plutôt aujourd'hui
entre 10 et enfin, voilà, plutôt des adolescents ou des enfants autour de 10 ans et des enfants aussi plus âgés, dans la vingtaine. Et pareil, je vais laisser un peu de temps pour vous laisser répondre et qu'on puisse avoir un peu une image globale. Mais voilà, l'idée, c'est que de toute façon, peu importe l'âge de vos enfants, vous voilà, vous êtes au bon endroit et c'est une problématique qui se pose pour tout âge. Les enjeux de la parentalité à l'ère du numérique, ça concerne vraiment tous les âges qui vont avoir ensuite effectivement des spécificités où on ne va pas se poser les mêmes questions, sur le rapport au numérique de son enfant de 2 ans que de son enfant de 15 ans. Parce qu'il va y avoir des risques différents, des opportunités différentes, des usages différents. Par exemple, sur ce sujet-là un peu des différences, ce qu'on peut voir, c'est que dans tous les cas, c'est que ça concerne les enfants dès le plus jeune âge. Hem On peut voir que l'âge moyen aujourd'hui du premier smartphone, il est déjà avant 10 ans. Il y a aussi des statistiques qui disent que 10 des enfants de moins de 2 ans, utilisent déjà un écran. Donc tout ça, ce sont aussi des statistiques qui sortent de l'étude de l'Observatoire de la parentalité et éducation numérique, du livre blanc donc qui a été réalisé en 2022. Donc voilà, des problématiques qui concernent vraiment tous les âges. Merci beaucoup pour ces retours. Et maintenant, j'aimerais vous poser comme question, quelles sont les questions que vous posez vous, les principales difficultés que vous rencontrez au regard de l'éducation numérique de vos enfants? Donc là, on a vu un peu de tout âge. Quelles sont un peu les principales questions que vous vous posez ou, les questions à lesquelles vous êtes potentiellement revenus aujourd'hui? Les questions du temps, donc j'imagine, oui, du temps passé et voilà, de pouvoir aussi, contrôler un peu le temps passé sur les écrans. L'exposition aux réseaux sociaux, d'accord. À partir de quel âge aussi? Oui, donner donc là son 1er portable à un enfant, mais j'imagine, voilà, selon les âges, quand est-ce enfin, voilà, quoi permettre comme usage, à partir de quel âge, comment? Sous quelle forme, avec quelle régulation des usages? Je vais juste aussi comment les responsabiliser? Trouver des alternatives aussi? Bien connaître leurs usages aussi, notamment, par exemple, comment savoir les sites fréquentés, effectivement. Et limiter sans interdire pour ne pas exclure effectivement. Donc c'est très intéressant. Merci beaucoup pour tous ces retours. Donc c'est ce qui ressort, aussi globalement voilà, donc si on croise avec, d'autres études qui avaient été, réalisées auprès d'un grand groupe de parents, il y a un peu 3 types effectivement de difficultés rencontrées qui ressortent dans toutes vos réponses. Qui sont effectivement déjà commencer par bien identifier, clairement les outils numériques utilisés par les enfants et aussi le temps qu'ils y passent. Ce qu'on voit, c'est que souvent il y a un décalage entre la perception des parents et des usages concrets des enfants. Donc par exemple, quand on demande, à des parents, la déclaration du temps passé qu'ils pensent que les enfants passent sur les écrans par jour, en général, le temps déclaré ensuite par les enfants est 3 fois supérieur à celui qui avait été annoncé par les parents. Donc déjà de pouvoir bien comprendre à la fois le temps passé et aussi clairement, quelles applications, quels sites, quels usages concrets. D'avoir aussi une difficulté parfois à maîtriser soi-même les outils. Peut-être que vous ne connaissez pas forcément parfaitement tous les outils et toutes les applications qu'utilisent vos enfants. Et enfin, effectivement, ce sujet de réglementation et de pouvoir limiter aussi le temps passé, montrer l'exemple, pouvoir limiter le temps passé, mais sans pour autant, nécessairement, bannir à tout prix tous les écrans et être dans l'interdiction. Et justement, face à ces problématiques, on serait aussi intéressé de savoir si vous, déjà aujourd'hui, vous avez commencé à mettre en place des pratiques concrètes, des bonnes pratiques que vous avez mis en place chez vous, pour mieux utiliser le numérique en famille. Donc il y a plusieurs personnes qui ont mis en place des contrôles parentaux.
de pouvoir aussi définir juste clairement ensemble des temps passés sur ou sans écran. Proposer aussi des alternatives, j'ai vu quelque part, effectivement, de proposer de faire des jeux de société, proposer des activités aussi dehors, enfin de proposer des alternatives aux usages du numérique. Oui, désolée, ça fait un moment que je ne suis pas allée dans le chat, mais je vois aussi dans le chat de pouvoir aussi discuter et échanger ensemble et pas seulement, ne pas forcément mettre en place de l'interdiction, mais plutôt de définir des temps ensemble, de pouvoir en discuter, de pouvoir échanger avec ses enfants. Je vais plutôt mettre en liste pour qu'on puisse lire. Ok, donc c'est assez intéressant. Ce qui ressort beaucoup, c'est effectivement de pouvoir de pas bannir à tout prix les écrans, mais plutôt d'échanger sur ce que fait l'enfant sur ces différents outils, que ce soit smartphone, ordinateur, tablette, d'échanger avec eux sur les usages, d'échanger avec eux aussi, discuter avec eux sur les limites et sur mettre en place des règles et des temps cadrés, pas forcément donc avec des outils comme du contrôle parental, mais pas forcément aussi via l'échange. Pouvoir aussi montrer qu'on peut utiliser le numérique pour faire d'autres choses. On a vu aussi des opportunités que peut apporter le numérique, que ce soit en termes éducatifs, pédagogiques, pour apprendre à se cultiver, s'ouvrir sur le monde, pour apprendre en ligne, etc. Et enfin, pouvoir aussi partager des temps en famille, donc que ce soit sur les outils ou même hors outils. Et j'ai vu notamment de pouvoir aussi, par exemple, faire des jeux de société ou d'autres activités et des options un peu alternatives. Et sinon, d'être aussi présent et d'accompagner dans les usages. J'ai vu pour des enfants plus jeunes, oui, voilà, d'être présent, par exemple, quand mon enfant regarde un dessin animé. Ok, merci beaucoup pour tous ces retours qui sont très intéressants. Et il est déjà 12h20, donc je vais très rapidement conclure ce quiz sur deux petites questions pour juste lancer la thématique, le focus sur les réseaux sociaux et le cyberharcèlement, et ensuite pouvoir donner la parole à Axel Dessin. Donc une petite question sur, savez-vous quel est le réseau social utilisé, enfin le plus utilisé? Et donc là, on est sur une tranche spécifique, on est sur les jeunes de 16 à 25 ans. Voilà, pas sur tous les jeunes, très précisément de 16 à 25 ans, si c'est Instagram, Snapchat, Facebook ou TikTok. Et on est sur des statistiques sur une étude qui date de 2022, pour information. Et j'ai vu aussi dans le chat une réponse pour TikTok. Et sinon, ce qui ressort, c'est majoritairement TikTok pour l'instant, Instagram ou Snapchat. Alors, vu que le temps passe, je vais me permettre de mettre la réponse, mais vous aurez accès à tout ça ensuite dans le support du webinaire. Donc, il se trouve que pour cette tranche d'âge-là, c'est Instagram qui est encore aujourd'hui le réseau social le plus utilisé par les 16-25 ans. On ne parle pas de toutes les tranches d'âge. Suivi aussi de près par Snapchat. Bon, là, dans la liste, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux. On n'avait pas, par exemple, YouTube, etc. Enfin, il y a plein d'autres applications qui auraient pu être considérées. Mais voilà, l'idée, et vous allez le découvrir plus en profondeur ensuite, c'est qu'il y a des usages aussi différents selon les âges et des pratiques différentes. Et donc, voilà, il y a un intérêt à bien connaître tous ces réseaux et d'avoir aussi une bonne vision de ce qui est utilisé par les jeunes. Et je vois dans le chat, pardon, un commentaire, ils disent que Facebook, c'est pour les vieux comme nous. Effectivement, Facebook, comme beaucoup vieillir, et non plus forcément le plus utilisé. Et enfin, sur le du cyberharcèlement, pareil, une petite statistique juste pour lancer le sujet. Selon vous, combien de jeunes entre 6 et 18 ans, cette fois-ci, ont déjà été cyberharcelés, se sont déjà retrouvés face à une situation de ce type? Et on a 5%, 17%, 20% ou 33% des jeunes entre 6 et 18 ans. Je vois 20% dans le chat, et sinon c'est assez partagé entre 20 et 33% sur vos claps. Semble se stabiliser, donc je vais montrer la réponse. C'est 20% des 6-18 ans qui ont déjà été confrontés
à une situation de cyberharcèlement. Donc, c'est selon une enquête réalisée par l'Institut Audirep en 2021 pour l'association e-Enfance. Et sans plus attendre, je vous propose de passer la main à Axel Dessein qui va vous parler bien mieux que moi de ces sujets de réseaux sociaux et de cyberharcèlement. Axel, est-ce que vous êtes là? Et je vous laisse aussi la main pour partager votre écran, ce sera plus simple. Oui, je suis là. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Je vous propose de partager tout de suite mon écran et de poursuivre la discussion pour parler un peu plus de l'usage des réseaux sociaux des jeunes et puis du cyberharcèlement, surtout du lien qu'il peut y avoir entre l'utilisation de ces réseaux et le cyberharcèlement, pour déjà le définir, que vous ayez un peu des clés sur les formes que ça peut prendre, comment le détecter, comment prévenir et surtout comment agir. Et ce sera l'occasion aussi de vous présenter les outils qu'on met à votre disposition, des outils gratuits bien sûr, pour justement pouvoir échanger avec les jeunes sur ces sujets, que vous soyez parents ou que vous soyez médiateur. Alors, je partage mon écran tout de suite. Voilà, je mets en plein écran pour que vous voyez bien. Est-ce que vous voyez tous bien? Oui, très bien. Voilà, je vois des pouces levés et c'est bon. Alors rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Internet sans crainte, c'est le programme national de sensibilisation des jeunes qui est opéré par Tralalaire depuis 2008 dans le cadre d'un grand programme européen qui s'appelle le Safer Internet pour la Commission européenne. Et notre manière de faire de la sensibilisation, c'est surtout de proposer des outils gratuits pour accompagner les jeunes dans leur vie numérique. Et vous pourrez retrouver sur notre site Internet sans crainte une centaine d'outils, alors classés par thématique, par public. Et voilà, et on essaie de couvrir un peu tous les sujets d'éducation numérique. Et à côté de ça, on a une expertise sur le sujet. On travaille avec beaucoup de ministères notamment. On a aussi tout un réseau d'ambassadeurs Internet sans crainte, beaucoup de structures de l'éducation populaire que l'on forme au numérique, à nos outils et qui les diffusent sur le terrain. Ça, c'était pour la petite intro, mais je vais vite rentrer dans le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Alors moi aussi, j'avais des petites questions. Je sais que vous avez déjà été pas mal sollicités. Alors, j'ai pas d'outils, mais vous pouvez utiliser le chat pour y répondre. On vous a demandé tout à l'heure quels étaient les réseaux sociaux les plus utilisés par les 16-25 ans. Moi, je vais vous demander vraiment par les ados. Donc, les 13-18, mais on va voir que la notion d'adolescence avec les réseaux sociaux, elle s'étend un peu. Alors, à votre avis, est-ce que c'est Snapchat, Instagram, Facebook ou TikTok? Je vous laisse mettre vos propositions rapidement en discussion. Je regarde. Alors, on se rend compte déjà dans le questionnaire proposé par Esther tout à l'heure que vous pensez qu'il y a une utilisation assez massive de TikTok, mais on entend beaucoup parler de TikTok, mais l'utilisation, vous allez voir qu'elle est assez variable en fonction des âges. Bon, je vois que ça se partage. Bon, en tout cas, vous avez tous bien saisi qu'effectivement, Facebook ne fait plus partie de leurs réseaux sociaux utilisés. Alors, on va tout de suite voir le résultat. Vous avez un peu tous raison parce que vous allez voir que ça dépend de l'âge. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce qu'en fait, il y a plein de réseaux sociaux différents. Vous utilisez peut-être aussi des réseaux sociaux en tant qu'adulte, mais les pratiques des jeunes, elles sont différentes et elles sont aussi différentes en fonction des âges. Alors, selon les dernières études de 2022, on voit par exemple que les 11-14 ans ont une utilisation un peu différente de leurs aînés. Snapchat arrive en tête. Alors, on voit que YouTube est présent. Alors, vous êtes peut-être surpris de retrouver YouTube dans les réseaux sociaux, mais il faut savoir que YouTube, donc cette plateforme de vidéo, est reconnue comme un réseau social, puisqu'on peut y poster son propre contenu, le commenter, et donc avoir une utilisation sociale exactement comme un réseau social. Et il est très important, il a une part très importante dans l'utilisation des jeunes. On voit que TikTok est présent chez les 11-14, il disparaît chez les 15-18. Donc TikTok, c'est vraiment un réseau social qui est très utilisé par les plus jeunes. Et vous voyez sur la droite une étude qui montre que chez les 8-11 ans,
ils sont déjà très nombreux à avoir un compte personnel sur un réseau social et le réseau social qu'ils choisissent en priorité est justement TikTok. Donc, on voit que l'utilisation des réseaux sociaux, elle est déjà importante avant 13 ans. Ce sont normalement des réseaux qu'on utilise à l'adolescence. Mais à votre avis, quelle est la part justement des moins de 13 ans qui est déjà présente sur un réseau social? Est-ce que c'est 48%, 63%, 87%? Est-ce que vous avez une idée? Je vois vos réponses, je vous laisse afficher quelques réponses. Il semble y avoir un peu une égalité autour de 48-63. 63 semble l'emporter, peut-être. Je vais lever le suspense tout de suite et vous allez peut-être être désagréablement surpris, mais c'est 87% des moins de 13 ans qui ont déjà au moins un compte sur un réseau social. C'est pour ça que c'est un enjeu d'éducation important, puisque effectivement, ça questionne la protection de ses données personnelles, la construction de son identité numérique et l'importance d'un premier rappel qui sont que les réseaux sociaux sont normalement interdits avant 13 ans pour tous les réseaux sociaux cités là et moins de 16 ans pour WhatsApp, Telegram et Zoom. Alors WhatsApp qui est très répandu, notamment dès l'entrée au collège, parce que c'est souvent l'espace des groupes classes, est un réseau social dont l'utilisation est normalement interdite avant 16 ans. Et si vous avez suivi l'actualité récente, un projet de loi là prévoit la majorité numérique définitivement installée à 15 ans. C'est déjà le cas aujourd'hui, puisque la RGPD, depuis 2018, instaure la majorité numérique à 15 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'âge à partir duquel on estime qu'un adolescent seul peut décider de l'utilisation de ses données personnelles. Donc, on peut donner son accord seul pour l'utilisation de ses données personnelles. Mais quand on y pense, quand on utilise un réseau social, ces données, accès à ces données personnelles, à ce réseau. Donc, normalement, la loi prévoyait déjà qu'il faut une autorisation parentale jusqu'à 15 ans pour pouvoir accéder à un réseau social. Sauf qu'aucun réseau social n'avait mis en place cette fonctionnalité. Et le projet de loi actuel, c'est justement d'obliger les plateformes à faire cette demande, à se donner les capacités de le vérifier et surtout d'être sanctionné si ce n'est pas fait. En tout cas, on voit qu'à l'heure actuelle, énormément d'enfants sont déjà sur des réseaux sans avoir forcément conscience de ce à quoi ils s'exposent et de ce qu'ils partagent. Alors, je vois que quelqu'un me dit 16 ou 15 ans. Alors, c'est bien 15 ans en France, mais effectivement, la RGPD est une réglementation européenne et d'autres pays européens ont décidé de fixer la majorité numérique à 16 ans, mais c'est bien 15 ans en France. Et oui, ce diaporama vous sera partagé par la suite. Et donc, jusqu'à cet âge-là, ce sont vous, les parents, qui êtes responsables des données de vos enfants. Alors, à votre avis, quand on questionne les enfants sur de quoi ils ont le plus peur sur les réseaux, est-ce que c'est de se faire voler leurs données, d'être harcelés ou d'avoir des photos publiées à leur insu? À votre avis? Les trois. Ouais, je vois. Alors, les trois ressortent dans leur réponse, hein. Je vais lever le suspense, c'est leurs trois premières réponses, mais laquelle arrive en premier? Alors, on voit que les photos publiées ressortent énormément, mais c'est bien d'être harcelé. Et ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Mais être harcelé arrive en tête avec 32% effectivement des jeunes qui le font remonter comme leur principale inquiétude sur ces réseaux. Donc, on va plus s'intéresser effectivement là au cyberharcèlement. Qu'est-ce que c'est et comment s'en protéger? Puisque quand on interroge les parents aussi, c'est souvent un sujet qui les inquiète, hein, par rapport à leurs enfants. Et il y a des petites astuces quand même à connaître, pas pour l'éviter totalement, mais au moins pour pouvoir s'en prémunir et l'identifier.
Alors déjà, de quoi on parle quand on parle de cyberharcèlement? Pendant longtemps, on nous a parlé de harcèlement et ce qui définit un harcèlement, pardon, excusez-moi, c'est une violence répétée avec intention de nuire, donc on est bien dans une violence volontaire. Et ce caractéristique, par exemple, c'est difficile ce mot, ce qui caractérise, pardon, le harcèlement par rapport à une autre forme de violence, c'est qu'elle se répète et qu'elle dure dans le temps. Le cyberharcèlement, c'est exactement la même chose, mais par voie électronique. Donc on est bien dans exactement le même phénomène, sauf que on reconnaît des caractéristiques additionnelles qui, pour le cyberharcèlement par rapport au harcèlement, va rendre le phénomène encore plus difficile à vivre, pour la personne qui en est victime. Déjà, il y a l'anonymat. On ne sait pas forcément qui est son harceleur quand on est cyberharcelé. Ça, c'est un premier facteur qui peut être différenciant. Ensuite, il y a l'ampleur de l'humiliation. C'est-à-dire que le phénomène des réseaux sociaux et du caractère très viral du numérique fait qu'un phénomène de harcèlement isolé peut devenir un phénomène de cyberharcèlement de masse sur les réseaux qu'on voit rarement dans la vie réelle. Il y a le côté manque de contrôle, c'est-à-dire qu'on a du mal, la situation échappe rapidement, on a du mal à imaginer un peu les contours et on a l'impression que on va pas du tout pouvoir reprendre le contrôle, identifier qui nous harcèle et pouvoir lutter contre. Et puis, il y a le côté omniprésence. Dans les phénomènes de harcèlement, c'est parfois délimité à un périmètre d'un établissement scolaire, d'un club sportif. Et puis, le jeune a un peu de répit quand il sort de cet espace. Le phénomène du cyberharcèlement se poursuit tout le temps, c'est-à-dire que la personne va être poursuivie sur ses réseaux sociaux, sur son téléphone. Donc, il y a un phénomène d'omniprésence qui est particulièrement oppressant et qui fait que la victime a aucun répit. Donc le cyberharcèlement est un facteur aggravant du phénomène de harcèlement. Je regarde en même temps un peu vos questions pour essayer d'être nécessaire. Alors la question des contenus 18, il y a tout ce qui concerne la pornographie notamment, et Twitter en est un bon exemple, puisque Twitter est un réseau social, il faut le savoir, hein. Alors, les jeunes sont assez peu sur Twitter, ils le sont un peu plus à partir de 15 ans, mais c'est un réseau social où il y a clairement et accessible facilement du contenu pornographique, ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres réseaux sociaux. Donc, si les systèmes de contrôle passent et sont mis en place concernant la pornographie, Twitter en sera tout à fait ciblé. Alors, de quoi parle-t-on? On va parler de tout ce qui est intimidation, insultes, moqueries, chantage, menaces en ligne, incitation, une petite coquille, incitation au suicide, tout ce qui est propagation de rumeurs, piratage de comptes, usurpation d'identité. Il y a aussi un phénomène qui est malheureusement très courant, dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Mais certains jeunes décident d'harceler une personne en collectant un maximum de données, de photos, et en général des photos qui vont être prises à l'insu de la personne ou qui vont être récupérées suite à une relation intime, par exemple, et vont faire un compte, ce qu'on appelle un compte ficha, ficha pour affiche, dans le but d'afficher cette personne et de détruire sa réputation. Ça s'appelle les comptes ficha. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, mais c'est un phénomène qui est assez courant. Il y a ce qu'on appelle le revenge porn. Alors, un mot qui porte mal son nom, puisque ça vient d'un phénomène qui date depuis plusieurs années sur Internet et qui touchait plutôt les adultes, c'est-à-dire des adultes qui, une fois une relation amoureuse terminée, affective terminée, parce qu'ils étaient blessés ou dans la volonté de se venger, décidaient de publier des photos intimes de la personne dans le but de nuire à sa réputation. C'est un phénomène qui s'est énormément répandu sur les réseaux et par les jeunes. Il faut savoir que le partage de photos dénudées, qu'on appelle des nudes, est assez courant dans la séduction et les relations intimes aujourd'hui, puisque le partage de photos est assez banalisé.
les échanges en ligne, la poursuite d'une relation en ligne est assez courante dans le cadre d'une relation affective. Donc assez naturellement, en fait, les jeunes, dans le cadre d'une relation, vont partager ce type de contenu ou accepter d'être filmés pendant des relations sexuelles. Malheureusement, quand la relation se termine, eh ben cette matière photo et vidéo peut servir à se venger et faire l'objet de chantage aussi. On le voit après dans les autres formes de harcèlement que sont le chantage à la webcam ou la sextorsion. Donc c'est peut-être des mots dont vous avez jamais entendu parler. C'est pour ça que ça me semblait important de vous le dire, parce que les jeunes ont très vite compris le pouvoir de l'image et comment ils pouvaient s'en servir pour nuire, se venger et transformer le harcèlement en du cyberharcèlement un peu nouveau, qui porte réellement atteinte à leur image et à leur intimité. Et j'en parle parce que c'est un phénomène croissant qui nous inquiète beaucoup, nous, associations et acteurs de la protection de l'enfance, sur lequel on pense qu'il y a un enjeu très important d'éducation et de prévention aujourd'hui. Alors pourquoi on cyberharcèle? Il y a des causes qui sont très différentes. Alors parfois, il y a la volonté de nuire à l'image ou à la réputation de la victime, mais très souvent, les points de départ, ça va être une mauvaise blague, l'idée de s'amuser, de se moquer. Et souvent, on le fait pour gagner en popularité, pour faire partie d'un groupe où on va se sentir plus fort en s'attaquant à une victime qui est plus faible ou qui va être différente. Et on va voir notamment que certaines catégories de jeunes sont particulièrement plus exposées. Alors attendez, j'ai pas mal de choses à l'écran, je boule un peu. Alors, qu'est-ce qui peut alerter? Alors là, c'est si vous êtes avec un groupe de jeunes, c'est-à-dire si vous faites de la médiation, si vous êtes enseignant, si vous êtes témoin de réactions moqueuses, de changements de comportement de l'élève ou du jeune dans le groupe. Ça, c'est des choses que vous pouvez constater chez vous. Si vous constatez davantage d'isolement, de changement de comportement, d'humeur, de santé. Il peut y avoir aussi un phénomène de rejet du numérique. En général, vos enfants sont plutôt très, très attirés par le numérique. Si tout d'un coup, il y a un phénomène de rejet parce que justement, ils veulent prendre de la distance avec ces réseaux, ça peut être des choses qui peuvent vous alerter. Alors, il faut savoir aussi que pourquoi c'est très important d'en parler le plus tôt possible, parce qu'on voit que les phénomènes de harcèlement démarrent en fin d'école primaire, mais nous, on constate que ça commence à démarrer de plus en plus tôt et se poursuivent au collège. C'est vraiment entre 13 et 15 ans que le cyberharcèlement touche le plus de jeunes. Donc cet âge entre la 4e et la 3e, c'est un moment aussi où on se construit socialement, où on rentre dans l'adolescence pleinement, avec des différences aussi au niveau du corps, qui peuvent poser des problèmes d'acceptation, de moquerie par les autres camarades. Donc, c'est des points d'attention très importants qui nécessitent de faire de la prévention. Et on voit aussi que c'est un moment d'une utilisation massive de ces réseaux, où on va justement rentrer dans une utilisation de ces réseaux avec une construction de son identité numérique. Le portable est le moyen le plus utilisé pour le cyberharcèlement, via les réseaux sociaux en priorité et les SMS. Et il faut savoir que certaines plateformes exposent plus vos enfants aux réseaux sociaux. Et c'est peut-être des plateformes que vous ne connaissez pas forcément, comme Steam, Discord, Twitch, qui sont des plateformes qui vont être utilisées plutôt par vos enfants joueurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut diaboliser le jeu vidéo, mais peut-être que vos enfants peuvent avoir des pratiques en ligne et être présents sur des réseaux sociaux qui sont plus associés à des pratiques de jeu. Et dans ce cadre-là, être peut-être en contact avec d'autres profils plus adultes. Et puis souvent, parfois, quand on joue et à certains types de jeux, on peut avoir un discours un peu plus violent. En tout cas, il est malheureusement reconnu que dans les plateformes de streaming, de jeux vidéo et les réseaux sociaux de jeux vidéo
et les forums de jeux vidéo, notamment celui de jeuxvideo.com, est celui sur lequel il y a le plus de harcèlement et de discours haineux. Donc, c'est important de le savoir. Et ensuite arrivent TikTok et Snapchat comme les réseaux où les jeunes sont le plus victimes de cyberharcèlement. Et ce n'est pas innocent parce que ce sont des espaces qui sont peut-être les moins visibles par les parents. Et on se rend compte que tous ceux qui appartiennent à une minorité, et il y a une étude récente qui est sortie à ce sujet qui montre que les personnes voilà, vont être plus victimes de harcèlement ou de cyberharcèlement en lien avec leur orientation sexuelle, leur religion, ou pour des raisons, voilà, ou pour leur origine ethnique aussi. C'est ethnique et c'est pas éthique, je vais corriger, qui sont plus exposés et c'est là aussi qu'il y a malheureusement le plus de cas de suicide. C'est-à-dire, c'est quand le harcèlement est lié à son orientation sexuelle, ses origines ethniques et religieuses, que l'on voit derrière le plus de phénomènes de suicide. Donc, c'est un point d'attention important pour toutes les campagnes, notamment de prévention et de sensibilisation. Alors, quelques informations quand même juridiques. C'est important de savoir que le harcèlement, le cyberharcèlement, ce qui est revenge porn, atteinte à l'intimité et à la vie privée, ce qu'on appelle aussi les harcèlements de meute ou les raids numériques, c'est-à-dire que ce sont des phénomènes plus isolés, mais ce sont beaucoup de personnes qui, d'un coup, à un moment donné, vont s'attaquer à une seule personne. C'est un délit. C'est important pour les jeunes de savoir que c'est un délit parce que ça permet aussi de se rendre compte de l'importance de ces actes et que ce n'est pas impuni. On risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. On se rend compte, nous, quand on fait de la prévention, que le simple fait d'évoquer ça avec les jeunes, alors on me dit qu'on ne m'entend plus. C'est vrai, on ne m'entend plus? Je vous entends encore très bien. Je pense que c'est un problème individuel. D'accord, ok, parce que effectivement, si on m'entend plus, c'est dommage. Euh, donc, on se rend compte en prévention que le simple fait aussi d'évoquer le fait que c'est un délit, donc que c'est quelque chose de grave, qu'on risque de la prison, ça aide aussi les jeunes à se rendre compte que ce qu'ils estiment au départ comme une blague ou quelque chose pour jouer, ben, ça a une vraie conséquence. Et notamment dans le cyberharcèlement, il n'est pas toujours facile pour les jeunes de se rendre compte derrière un écran qu'il y a bien une vraie personne avec des vraies émotions qui est blessée tout autant. C'est pas parce que les actions sont virtuelles. D'ailleurs, il faut arrêter de parler de vie virtuelle et de vie réelle. Ce qui se passe en ligne impacte réellement les personnes et ont des vraies conséquences dans la vie réelle. Et on le voit aussi, des vraies conséquences pénales. Donc ça, c'est important de le savoir, surtout que la loi continue à évoluer avec les nouveaux usages numériques. Et ce n'est pas parce qu'on est mineur qu'on n'est pas responsable. La responsabilité pénale en France est à 13 ans. Il peut donc y avoir des sanctions à partir de 13 ans. Et les parents ne sont pas pénalement responsables des infractions pénales commises par leurs enfants, mais ils vont être civilement responsables des dommages causés. Donc en général, quand il y a besoin de mettre la main au porte-monnaie, ce sera vous qui seront concernés. Donc, c'est important de savoir que ce qu'on fait en ligne a des véritables conséquences qui peuvent détruire une personne déjà, ça c'est important de le savoir. Et sur du long terme, il faut savoir qu'aujourd'hui, on se rend compte que des victimes de cyberharcèlement, dans des cas assez sérieux, ont des conséquences qui vont jusqu'à 7-8 ans après les cas de harcèlement. Voilà. Et aujourd'hui, on ne sait pas forcément aussi prendre en charge sur le long terme des personnes qui ont été victimes de harcèlement et de cyberharcèlement, mais ça a des atteintes sur le long terme. Et puis, effectivement, on a aussi une responsabilité. Alors, je vois la question entre 13 et 15 ans, si l'enfant n'est pas considéré comme majeur numériquement, qui est responsable? Là, ce sont 2 sujets différents. Il y a cette notion de majorité numérique qui concerne juste la maîtrise de ses données personnelles. Là, on est vraiment sur une responsabilité pénale et un jeune, à partir de 13 ans, peut être responsable pénalement en cas d'une infraction. Donc, si il est considéré comme cyberharceleur, en fonction du cas et des conséquences sur la victime, il peut y avoir une peine de prison
et il peut y avoir une amende assez lourde. En espérant avoir répondu. Alors, je mets juste un petit focus aussi pour vous montrer que la loi évolue, parce que depuis l'an dernier, le harcèlement scolaire est reconnu aussi comme un délit, avec 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. C'était juste pour faire un petit focus là-dessus. Alors, comment on fait? Déjà, pour se protéger, il est important d'adopter des bons réflexes déjà sur ces réseaux sociaux. Le premier bon réflexe, c'est de mettre son compte en privé. Aujourd'hui, heureusement, beaucoup de réseaux sociaux, quand vous vous inscrivez en tant que mineur, vont proposer comme paramètre par défaut un compte privé. Alors, ça veut dire quoi un compte privé? Ça veut, par rapport à un compte public, ça veut dire que les contacts vont devoir vous demander l'autorisation pour accéder à vos contenus. Alors qu'un compte public, à partir du moment où votre compte est présent et existe, toute personne peut voir vos contenus sans avoir besoin de votre autorisation. Alors, c'est une première forme de protection parce que ça va permettre d'avoir un contrôle sur les contacts et décider avec qui on partage ces contenus. Le problème, c'est que nos enfants ont tendance à penser que pour être populaire, il faut avoir un maximum de contacts. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est encore un phénomène qui est important. Donc, derrière leurs contacts même privés, il peut y avoir des centaines de followers qui ne sont pas forcément des personnes qu'ils connaissent. Mais en tout cas, plus on réduit ces contacts, plus on peut identifier les personnes qui peuvent être nuisibles à un moment donné, et moins on s'expose surtout à la parole d'inconnus qui vont peut-être pouvoir se lâcher davantage avec des commentaires malveillants parce qu'ils ne nous connaissent pas. J'ai vu qu'il y avait marqué « bonne question », mais je n'ai pas vu la question qui était posée. Les conseils sont... Oui, les conseils sont-ils valables pour les réseaux qu'on trouve via les consoles de jeux? Bien sûr. Puisqu'effectivement, de plus en plus sur les consoles ou sur les jeux, il y a la possibilité d'échanger ou d'être en contact avec un réseau. Donc, les conseils sont tout aussi valables. Alors ensuite, je vais vous donner des outils pour voir comment sensibiliser les enfants et les parents en tant que médiateurs. J'ai plein de choses à vous montrer. Donc, on choisit ses contacts. Il faut avoir en tête que dans la vie de tous les jours, on ne partage pas les mêmes informations. Ça ne nous viendrait pas à l'idée d'aller montrer ses photos en maillot de bain à un inconnu ou de partager certains secrets avec des personnes qu'on ne connaît pas. On devrait avoir les mêmes réflexes sur les réseaux sociaux. Alors, je revois la question, c'est le parent qui est responsable. La question entre 13 et 15 ans. De toute façon, c'est le parent qui reste responsable des données. D'où la demande d'autorisation normalement parentale pour pouvoir accéder à un réseau social, mais qui n'est pas mis en place actuellement. J'espère du coup, Nathalie, avoir répondu à votre question cette fois. Alors, on filtre, très important. Prenez le temps, là je m'adresse aux parents, mais c'est des conseils à donner aussi en tant que médiateur. Il y a énormément de paramétrages dans les réseaux sociaux qui permettent de se protéger de certains contenus. On peut notamment faire des filtrages de commentaires, des contenus. On peut bloquer certains mots-clés. On peut faire en sorte de modérer ces commentaires avant qu'ils soient publiés. Ça peut être une bonne manière d'éviter d'être publiquement harcelé ou détecter justement un phénomène de harcèlement naissant. Donc, au moment où on crée son compte sur un réseau social, c'est vraiment important de prendre le temps d'aller voir les paramétrages. Et oui, tous les réseaux sociaux proposent ces filtres. Et de plus en plus, ils activent ces filtres par défaut pour les mineurs. Alors, on sait que vos enfants mentent, enfin, je dis nos enfants, mentent pour accéder à ces réseaux sociaux, puisqu'on voit que 87% des moins de 13 ans, ils sont quand même. Donc, c'est bien qu'ils ont menti, puisqu'un réseau social, si vous rentrez votre vraie date de naissance et que vous avez moins de 13 ans, ils vous refusent. Alors, s'ils mentent, parce qu'ils vont continuer à le faire tant que des solutions techniques ne seront pas mises en place, qu'ils continuent à se déclarer en tant que mineurs, parce que s'ils se déclarent bien en tant que mineurs, le réseau social va leur proposer des paramétrages plus renforcés pour davantage les protéger. Donc, incitez-les à ne pas mentir quand ils s'inscrivent sur les réseaux sociaux, de manière à être plus protégés. Et on peut revoir tous ces paramétrages après la création du compte. Et même, je vous l'encourage à faire.
parce que très souvent, les réseaux sociaux font des mises à jour et vont remettre parfois certains paramétrages par défaut. Donc, ça vaut le coup d'aller les voir régulièrement parce qu'ils en mettent de nouveaux et vous allez voir que vous pouvez contrôler énormément de choses. Et ça, c'est une bonne manière d'accompagner ces enfants dans une utilisation raisonnée des réseaux sociaux. Ça va leur permettre aussi de comprendre quelles données ils mettent à disposition du réseau social. Et j'ai envie de dire, c'est valable pour vous aussi, hein, si vous êtes sur vos réseaux. Allez voir les paramétrages. Vous pouvez contrôler beaucoup de choses, y compris la publicité qui vous est proposée. Donc, ce filtrage, il est important. Rappelez-leur aussi qu'un mot de passe est confidentiel. Pourquoi il y a des usurpations d'identité? Parce qu'un tiers des jeunes communiquent à un moment donné leur mot de passe à l'un de leurs camarades. Et pourquoi ils le font? Parce que parfois, et c'est le cas de Snapchat par exemple, qui a mis en place un système de flammes, c'est-à-dire un système de récompense pour la fidélité qu'on a au réseau. C'est-à-dire si on échange tous les jours avec une personne, on va recevoir des flammes qui montre en fait, qui est une manière de montrer le lien un peu privilégié qu'on a avec cette personne. Il suffit de 24 heures sans communication avec cette personne pour que votre niveau de flamme revienne à 0. Que font les jeunes? S'ils n'ont pas la possibilité d'être connectés, parce qu'ils vont être en vacances ou dans un endroit où il n'y a pas de connexion, ils vont confier leur mot de passe, leur accès à ce réseau social ou même à d'autres, à un camarade pour qu'il puisse entretenir ses flammes. Et c'est comme ça qu'on donne finalement accès à toutes ces données personnelles à quelqu'un qui peut être un ami un jour, mais qui peut ne pas être un ami toujours. Donc, il faut vraiment, c'est très important de le rappeler qu'un mot de passe, c'est confidentiel, ce n'est pas un secret que l'on partage même avec son ou sa meilleure amie. Et on rappelle aussi qu'on ne partage aucune information personnelle ou photo sans autorisation, c'est puni par la loi. Un petit rappel quand même, l'image de vos enfants ne leur appartient pas. Elle vous appartient à vous. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez bien. En général, au début de chaque année scolaire, on vous fait signer des autorisations de droit à l'image ou dès qu'il y a une sortie ou une activité. C'est la même chose, hein, le droit, il est valable de la même manière sur les réseaux sociaux. Donc normalement déjà, pour poster une photo de lui, votre enfant aurait besoin de votre autorisation, mais c'est pareil, s'il poste la photo d'un camarade sans l'autorisation des parents, les parents sont en droit de porter plainte contre vous. Ça, c'est quelque chose d'important à dire parce que ça s'est tellement démocratisé et banalisé le partage de photos. Alors ça, c'est un autre sujet, les parents qui posent des photos de leurs enfants. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais il y a justement un projet de loi contre ce qu'on appelle les parents influenceurs pour justement sensibiliser les parents qui, très tôt et peut-être beaucoup, partagent des photos de leurs enfants sans forcément le consentement de leurs enfants. Mais c'est sûr qu'il y a un modèle aussi à donner à nos enfants pour qu'ils aient conscience que une image ou l'image de quelqu'un d'autre, ça ne se partage pas sans autorisation. Jusqu'à 18 ans, en fait. Voilà, l'image de vos enfants vous appartient. C'est pour ça que jusqu'à 18 ans, vous signez des autorisations de droit à l'image. Alors, je continue. Ensuite, sur son profil, on va privilégier, notamment sur sa photo de profil, l'utilisation d'un avatar, d'une image qui n'est pas une image de soi. Pourquoi? Parce que même si on a un compte privé, l'image d'un profil, elle est souvent publique. C'est-à-dire que si on va taper le nom de vous, hein, de votre enfant, sur un moteur de recherche, on va peut-être pouvoir facilement accéder à sa photographie, même si son compte est privé. Et on va privilégier un pseudonyme pour protéger son identité numérique, mais c'est simplement pour protéger son identité numérique, c'est pas parce qu'on a un pseudo qu'on a le droit de tout dire et de tout faire. Ce n'est pas un gage d'anonymat, ça c'est important. Et sur internet, on se respecte. Alors ça, c'est un des premiers messages importants à faire passer. C'est pas parce qu'on est en ligne, qu'on ne voit pas la personne, qu'on doit se permettre de dire des choses qu'on ne dirait jamais de vive voix. Et d'ailleurs, il y a plein d'expériences qui ont été menées où, on a repris des échanges en ligne sur des réseaux sociaux et on a essayé de les faire dire à des jeunes en face à face et ils étaient incapables de prononcer ce qui était écrit parce que jamais de visu,
ils n'auraient osé dire ce qu'ils se permettent en ligne. Donc, il faut vraiment rappeler aux jeunes, et à nous tous, je pense, que derrière un écran, il y a une vraie personne qui a des émotions et qui ressent les choses exactement de la même manière. Donc, c'est pas parce qu'on est en ligne qu'on ne doit pas se respecter comme quand on est en face à face. Alors, un petit rappel, ça je vous l'aurai, hein, c'est pour dire qu'on n'a pas le droit aussi de dire n'importe quoi, hein. Il y a la loi sur la liberté de la presse du 19e siècle, elle est toujours valable, et que quand on écrit certaines choses, notamment tout ce qui est, mais dans les phénomènes de harcèlement, on peut retrouver des injures racistes, des provocations à de la haine, de la discrimination, de l'incitation au suicide. Tout ça, ce sont des choses qui sont interdites par la loi et lourdement punies, et c'est valable aussi sur les réseaux sociaux. Donc, c'est important de rappeler qu'Internet, c'est pas une zone de non-droit. Alors, pour parler prévention, est-ce que vous savez le pourcentage de victimes qui osent en parler à leurs parents? Est-ce que c'est 10%, 30%, 50%? Est-ce que vos enfants, s'ils sont victimes de harcèlement et de cyberharcèlement, ils vous en parleraient? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vois que vous êtes quand même en majorité assez optimiste, mais j'avance, hein, je ne sais pas, Esther, j'ai le droit de dépasser un petit peu? Bah, alors, il est déjà 13 h de mon côté, ça pose pas de problème. Je vois que tout le monde est toujours présent, donc vous avez l'air d'être très intéressés. Voilà, n'hésitez pas s'il y en a qui ont des impératifs à nous quitter et si vous avez encore quelques minutes pour les autres, bah, je propose qu'on prolonge un petit peu. Ça Je vous vais me va, dépêcher pour aller vite sur le reste des outils et des ressources, mais ce n'est que 10%. Donc, c'est vraiment important d'avoir bien en tête déjà le discours de prévention, le paramétrage, parce qu'il y a de grandes chances que si ça arrive, vos enfants n'osent pas vous en parler. D'abord parce que si c'est du cyberharcèlement, d'abord les phénomènes de harcèlement font qu'on se sent souvent honteux, on se sent victime à tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être aussi coupable. Et aussi parce que ça va être en ligne, les enfants vont avoir le sentiment que si vous en parlez, vous allez leur interdire l'accès au numérique. Donc, c'est important de bien connaître comment s'en protéger pour pouvoir justement… donc, je remets ce qui vient d'être dit. Pardon, je reviens. Donc, on se parle poliment déjà, on filtre les commentaires. Quand ça arrive, quand il commence à y avoir la provocation, surtout, on ne répond pas. On ne répond pas, on bloque et on signale. Sur tous les réseaux sociaux, le premier réflexe, on va déjà bloquer le contact qui a un mauvais comportement, voilà, qui nous harcèle, qui même nous insulte, tout simplement un mauvais commentaire. On ne se laisse pas embêter. C'est-à-dire qu'on coupe le contact avec cette personne. Et sur tous les réseaux, on a des boutons de signalement, c'est-à-dire un bouton qui va permettre de signaler au réseau social que ce contact-là pose souci. Alors derrière, il va y avoir une enquête, mais vous allez voir que vous avez aussi d'autres outils pour être plus efficace. Et bien sûr, on privilégie la qualité des contacts plutôt que la quantité. Il faut vraiment lutter contre cette envie de quantité encore très présente dans les contacts en ligne. Alors, quand le phénomène se produit, c'est vraiment important d'être disponible, d'écouter sans juger. Parfois parce qu'on est en colère, parce que voilà, on est en colère que son enfant puisse avoir subi ce genre de choses. Notre manière parfois d'exprimer de la colère, ça va être de dire « Ah oui, mais tu t'es mis dans une situation pas possible, je t'avais dit de pas aller là-dessus ». Voilà, c'est pas la bonne manière effectivement de recueillir leurs paroles. Et j'ai envie de dire que votre enfant soit victime, témoin ou harceleur. L'enfant harceleur ne se rend pas forcément, a pas forcément conscience de la portée de ses actes. Il a aussi besoin d'être écouté, déculpabilisé pour pouvoir se confier et que vous puissiez ensemble arrêter le phénomène de harcèlement. En tout cas, c'est important d'être à l'écoute parce que c'est ce qui va permettre justement de casser l'isolement dont se sentent souvent victimes, les victimes, et pour que justement la parole se libère. En complément des signalements sur les réseaux sociaux, j'ai vu que vous aviez été déjà plusieurs à citer, c'est très important de connaître le numéro 3018, qui n'est pas seulement un numéro, parce que c'est pas forcément facile pour un jeune d'appeler un numéro de téléphone, et j'ai envie de dire, c'est même plus dans les pratiques d'aujourd'hui. Donc le 3018, c'est aussi un chat, et c'est aussi une application depuis l'année dernière
qui permet anonymement de pouvoir signaler un contenu. Et l'avantage du 3018, surtout depuis, c'était Net Écoute, depuis qu'ils sont devenus ce numéro national, ils sont tiers de confiance auprès des principaux réseaux sociaux, ils sont en contact direct avec eux, donc ils peuvent faire accélérer les processus, faire retirer les contenus, s'il a été publié des contenus intimes par exemple, faire fermer les comptes. Ils ont vraiment voilà, cette possibilité-là. Ensuite, si c'est du contenu illégal, si vous découvrez que des photos intimes de vos enfants ont été publiées, qu'ils ont été victimes d'injures racistes, de diffamation, de discrimination, vous avez une plateforme qui s'appelle pointdecontact.net qui là recueille aussi de manière anonyme tous les signalements de contenu illicite. Et ils sont particulièrement formés sur tout ce qui concerne les mineurs. Donc ça, ce sont 2 adresses clés à connaître. Évidemment, tout ça est gratuit. Oui, pointdecontact.net. Voilà, et je vous ai mis, voilà, vous aurez là toutes les adresses et aussi plein d'associations qui peuvent aider pour être accompagnés aussi. Et savoir que le 3018, il est là aussi, ce sont des psychologues qui répondent, donc ils ne sont pas forcément là que pour les situations une fois que le problème est là, mais peut-être aider aussi à désamorcer une situation en amont. Alors, je fais vite pour nous présenter nos outils qui peuvent vous accompagner au quotidien. Nous avons une plateforme qui s'appelle Faminum, qui peut justement vous aider à mettre en place des bonnes pratiques numériques en famille, avec plein de conseils, avec plein d'arguments pour les présenter à vos enfants et en fait définir un peu ensemble une charte d'utilisation des écrans. Ça peut vous aider à poser un cadre. Et voilà, je vous laisserai explorer ça. Ça se base vraiment sur le profil de votre famille numérique, vos priorités d'éducation, et ça propose des conseils que vous pouvez personnaliser. Alors, je vais devoir y aller. Comment récupérer les médiateurs? Alors, je ne sais pas, c'est peut-être des ressources pour les médiateurs, il y en a plein dans le support que vous allez recevoir. Donc, on a aussi nous créé une petite série vidéo. Ce sont des vidéos de 2 minutes qui vont me permettre de répondre à des questions de parents. Et il y a justement comment expliquer à mon enfant qu'il n'a pas l'âge d'être sur les réseaux sociaux, comment aider mon ado à se déconnecter la nuit, comment parler de ses amis en ligne, justement, comment on gère ces questions de contact. Ce sont plein de petits conseils très concrets, clés, que vous pouvez regarder vous, puis regarder avec vos enfants pour vous donner justement des billes pour en parler avec eux. Sur le harcèlement et le cyberharcèlement, on a toute une série vidéo qui s'appelle « Parents, parlons-en, le harcèlement », pour comment sensibiliser, comment détecter, comment en parler à son enfant, qu'il soit victime ou harceleur, comment mettre fin au harcèlement et comment agir face au cyberharcèlement. Donc ça, on espère voilà, que ça peut vraiment vous aider au quotidien. On a des supports parents-enfants pour échanger en famille, aborder ces sujets avec vos enfants. On a 2 guides. Un guide, donc tout ce que je vous dis, c'est gratuit, c'est des choses que vous pouvez retrouver en ligne et dans le support, vous aurez juste à cliquer sur chacun de ces éléments pour les retrouver. On a un guide internet, les écrans et nous, pour les parents et leurs enfants, et on a les écrans, les réseaux et vos ados, pour vous parents avec vos ados, avec plein de conseils concrets, des ressources à regarder ensemble pour en parler avec eux. Sur la thématique du harcèlement, on a une nouvelle série qui s'appelle Vince et Lou se prennent pour des influenceurs. Et on a un épisode qui s'appelle « Pourquoi on se fait harceler ?» parce que c'est souvent une question d'enfant et qui est accompagné d'une fiche parent avec là plein de conseils pour pouvoir en parler avec vos enfants. Ça s'adresse plutôt aux moins de 12 ans. Parce qu'on est organisateur du Safer Internet Day, on fait dans ce cadre-là des kits scolaires et des kits famille. On en a 4 qui peuvent, on en a du coup une vingtaine, mais on en a 4 qui peuvent particulièrement vous intéresser sur le sujet d'aujourd'hui. Un kit famille, 2 kits famille parents-enfants, 2 kits famille parents-ados, pour parler d'utilisation du réseau social et particulièrement du cyberharcèlement. Le support va être partagé et toutes les ressources sont disponibles en ligne. Oh, il est temps que je me taise. C'est ma dernière slide. On a un serious game pour les ados.
des dossiers thématiques avec plein d'articles conseils, pardon, une ressource spécifique. Ça, ce sont vraiment pour les médiateurs, le Serious Game et Vince et Lou Stop la violence, pour vraiment pouvoir parler des violences scolaires et du cyberharcèlement avec des jeunes. Il y a des vidéos, il y a des parcours numériques clés en main, plein d'outils, des activités aussi pour pouvoir aborder ces sujets-là. Et j'en ai fini en même temps que je m'étouffe. Et voilà. Donc, j'ai vu que j'essaie de répondre à vos questions en cours de route. Voilà, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux et je vous remercie. Merci beaucoup pour Merci pour cette des présentation. questions. Oui, on fait des interventions pour les parents et on fait de la formation de formateurs aussi. Voilà, si ça vous intéresse. Et je mets mon contact, vous l'avez là. Donc, si jamais vous voulez ensuite me recontacter, n'hésitez pas. Et puis, le site internet Sans Crainte pour tous les outils. Et puis, Esther vous partagera cette présentation. Vous aurez des liens directs vers les ressources. Je suis désolée d'avoir été très vite sur cette partie-là. Et désolée, Esther, d'avoir débordé. Il n'y a aucun problème, c'était très intéressant et il y a encore plus de 100 personnes présentes, donc ça a intéressé tout le monde. Donc merci à tous d'ailleurs d'avoir pris ces quelques minutes en plus. Et effectivement, on vous envoie tout ça par mail. C'est bon pour vous, Axel, je vais pouvoir conclure le webinaire. Alors, je vais aller assez vite parce que vous êtes déjà resté longtemps avec nous. On vous en remercie. Je vais juste rapidement donc vous présenter, du coup, je ne vais pas forcément vous... Ah, attendez, j'ai un petit souci de connexion. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la présentation des bons clics. Je vais juste rapidement vous faire une petite explication de ce que vous allez pouvoir retrouver dans le support et que vous pourrez du coup creuser chez vous. C'est plus de vous permettre, voilà, en plus de toutes les ressources Internet sans crainte qui sont très intéressantes que vous allez pouvoir aller creuser, il y a d'autres ressources que vous pouvez aller voir, notamment sur la plateforme Les Bons Clics, donc qui est une plateforme, pour rappel, gratuite pour progresser sur le numérique depuis chez vous. C'est plus de 70 ressources. Vous pouvez vous inscrire en quelques pas. Il suffit juste d'aller sur le site Les Bons Clics, de cliquer sur « Vous souhaitez apprendre » et vraiment avec prénom, adresse mail et un mot de passe, vous avez accédé à l'entièreté de la plateforme qui se présente sous cette forme-là pour les apprenants. Et je vais juste on ne va pas rentrer dans le détail des formations. L'idée est juste de vous dire les types de formations que vous pouvez trouver sur la plateforme. Et donc, c'est des formations qui sont sur l'inclusion numérique au global. Donc, il y a aussi des formations sur la santé, sur la mobilité, sur les démarches en ligne. Mais en ce qui concerne la parentalité numérique, vous avez 3 types de contenus. Des contenus pour monter vous-même en compétence sur les sujets et notamment, par exemple, sur ce qu'on a abordé aujourd'hui sur chaque réseau social. Si vous allez en communiquer sur Internet, vous avez des ressources par réseaux sociaux sur vraiment tous les découvrir et en découvrir leurs spécificités. Et vous avez aussi un certain nombre de ressources pour accompagner son enfant sur les écrans, avec à la fois des ressources purement sur le côté suivre la scolarité de son enfant, et notamment le livret scolaire en ligne ou Pronote, et sinon des ressources plus sur mieux vivre sa parentalité à l'ère du numérique, avec des ressources plus largement sur comment utiliser les écrans en famille, comment réguler l'usage des écrans, comment échanger sur le sujet avec ses enfants. Et voilà, vous pourrez aller creuser ces ressources. Et on vous a donc mis dans le support voilà, des différentes, une petite sélection de formations qui peuvent vous intéresser. Et surtout, on vous a aussi mis un panorama un peu global de tous les autres acteurs, ressources clés qui sont à votre disposition sur ce sujet. On est ravis aujourd'hui d'avoir accueilli Internet sans crainte pour que voilà, vous puissiez directement proposer et présenter vos ressources et vos connaissances sur le sujet. La dernière fois, pour le premier webinaire, on a eu la chance d'accueillir 1, 2, 3 kits. Vous pourrez d'ailleurs aller visionner le replay de ce premier webinaire si ça vous intéresse. Et là, on vous a référencé et mis les liens et une rapide explication de différents autres acteurs qui peuvent vous intéresser, qui ont tous plein de ressources très intéressantes. Si je vous en montre une parmi tant d'autres, par exemple du Clémy, qui a créé un guide de la famille tout écran qui vous donne plein d'éléments sur apprendre à vos enfants à s'informer, conseiller vos enfants sur l'usage des réseaux sociaux, comme on en parlait aujourd'hui, mais aussi sur d'autres usages, d'autres problématiques que vous mentionniez plutôt dans vos besoins et vos difficultés rencontrées aujourd'hui, sur maîtriser le temps dédié aux
écrans, sur comment protéger ses enfants des images violentes, comment aussi s'engager, s'impliquer en tant que parent. Donc voilà, c'est une ressource parmi tant d'autres et on vous a fait quelques sélections auxquelles vous aurez accès dans le support. Et sinon, je vous invite juste à noter la prochaine date dans vos agendas. Donc, on va rapidement revenir vers vous avec la thématique et les intervenants, mais qui aura lieu donc fin mars pour un 3e webinaire sur la e-parentalité. Vous aurez aussi accès à partir du support à la page e-parentalité qui contient vraiment toutes les informations sur les webinaires passés, les webinaires à venir, les intervenants, des ressources partagées, que ce soit sur les bons clics ou ailleurs. Et enfin, ce que je vous propose, j'en profite que vous soyez là pour vous partager un petit lien vers un questionnaire de satisfaction sur ce webinaire, si vous avez 5 minutes pour le remplir. Notamment, vous avez la possibilité de nous partager vos envies aussi de thématiques abordées dans le 3e webinaire. Donc, on a déjà vu lors du premier la question du rapport aux écrans. On a vu dans celui-là les questions et les problématiques autour des réseaux sociaux et du cyberharcèlement. S'il y a d'autres thématiques plus précises que vous souhaitez prolonger dans des prochains webinaires, n'hésitez pas à notamment les partager au travers de ce questionnaire. Et il est déjà 13h15 et donc je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Je vous mets le lien du questionnaire de satisfaction dans le chat. Je vous rappelle qu'on va bien vous envoyer l'entièreté de ces ressources par mail. Et vous aurez notamment aussi accédé au replay qui vous sera aussi partagé et qui sera posté sur notre chaîne YouTube. Je vais me permettre d'arrêter de mettre fin aussi à